Allez, on se retrouve sur le podcast. Aujourd'hui, on a un invité qui est déjà venu pour redonner un petit peu de contexte pour ceux qui n'ont pas vu le podcast précédent. Hugo, père de famille, patron et maintenant, du coup, on peut dire athlète d'ultra-endurance. Bienvenue, Hugo. Merci, merci. Salut Quentin, j'espère que tu vas bien. Oui, bah, tu as bien résumé l'introduction clair, net et précis, hein, et les objectifs ont évolué depuis le dernier podcast. Donc, voilà. Exactement. Le dernier, je ne sais plus, on parlait c'était un petit peu de la mise en place, mais là, du coup, on Ouais. avait dit, ouais, sur l'ancien podcast, on avait donné ton objectif final, qui, du coup, est arrivé week-end dernier, que tu as très bien accompli. 80 km, 2400 mètres de dénivelé. Comment tu t'es senti un petit peu sur ta course? Bah, écoute, franchement, déjà de un, je suis super content d'avoir réussi l'objectif. Donc, et l'objectif premier n'était pas de faire un temps, l'objectif était de le terminer. Bien sûr. Avec un premier objectif aussi qui était de ne pas avoir de crampes. Parce que durant toute la préparation, donc on a été par parler, on n'a pas fait 0,80, il y a eu d'abord un 34, puis un 52 et puis 80. Et on s'est rendu compte que sur ce parcours-là, bah, il y avait un problème de crampes qui arrivait toujours à plus ou moins au même moment. Donc ça a été un peu le premier objectif. Donc une fois que j'avançais dans la distance, j'avançais, moins je voyais qu'il y avait des crampes, plus j'étais content. Et puis l'objectif final de le terminer a été fait. Donc double objectif, on va dire, de fait sur ce trail. Ouais, c'est pas mal du tout. Du coup, je t'ai ramené ici sur le podcast à nouveau parce que c'est exemplaire. Tu as une vie à 200 km/h. Et les personnes qu'on accompagne sont clairement dans la même situation, mais au point zéro. Et vu que toi, ça fait déjà à peu près un an et demi, un petit peu moins qu'on travaille ensemble, tu vas pouvoir faire un retour sur ton organisation, comment un petit peu tu gères ton mindset, parce que forcément, de l'ultra-endurance, ça demande quand même pas mal de training. Sur la semaine, quand on rapprochait des objectifs de fin, il y avait quand même du volume avec la course. Première question, pourquoi un 80 km? Qu'est-ce qui t'a dit, ok, je veux faire autant? Hum, bah en fait, c'est 80 une distance, c'est juste que je voulais faire vraiment une longue distance et je voulais faire du trail. Et puis l'opportunité s'est vue arriver parce que avec un ami, on court et on a fait l'objectif ensemble, on va dire. Donc je me suis dit, ouais, bah, on a fait le 52 en premier, 52 s'est bien passé. On s'était inscrit au 52-80. Donc, 52, ok, 80 s'est dit, bon, bah, let's go. Ça aurait pu être un 90 ou un 70, 65, ça, mais c'était un peu comme ça. Mais le but, c'est vraiment longue distance pour vraiment travailler. J'en avais marre d'être toujours dans le sprint un peu dans ma vie, on va dire. Donc ça me permet aussi d'avoir un objectif plus cool, si je peux dire, et pas toujours dans la vitesse. Plus cool. Mais on va dire que ça travaille un peu plus. Je trouve qu'on est tous dans un truc, il faut aller vite, 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 tout le temps. Là, il n'y a pas le choix. Pour l'entraînement, il ne faut pas aller vite. Il faut aller calmement. Il faut avoir de la patience. Il faut travailler son mindset. En fait, c'était tout un gros travail qui tournait autour, qui m'intéressait surtout. Et la longue distance permettait de travailler là-dessus. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, partons sur une longue distance pour travailler tout ça, quoi. Ok, ok. Et quand tu parles de mindset, parce que forcément, l'ultra-endurance, moi en tant qu'ancien militaire, j'ai marché pendant de longues marches, donc je sais qu'on en apprend beaucoup sur ce type d'effort. Qu'est-ce que tu en ressors de tes différentes courses et du parcours que tu as fait pour atteindre du coup cet objectif en termes de mindset? Que ce soit dans ta vie pro, même perso, est-ce que tu en retires des choses par rapport à ça? Oui, parce qu'on va dire qu'au début, quand je courais, c'était toujours chaque sortie était une compète, on va dire. Et ça fatigue beaucoup, ça prend beaucoup d'énergie du coup, parce que chaque chose que je fais, je voulais toujours le faire à fond, au maximum de ça. Là, justement, le mindset qu'il faut avoir, c'est oui, je sais que je peux aller plus vite, mais en allant plus vite, je vais me cramer. Donc, il faut vraiment matrixer son cerveau en se disant, tu peux le faire, il y a pas, t'as besoin de le prouver à personne, mais maintenant, tu dois vraiment calmer. Ça permet d'avoir une vision beaucoup plus large sur les choses plutôt qu'une vision centrée et, euh, et voir juste le point final, entre guillemets. Parce que là, si tu vois juste le point final, t'es crevé, tu termines pas le trail, c'est fini, quoi. Mhm. Et c'est ça que je trouve qui a beaucoup joué. Ça me permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus holistique sur toutes les choses. Où certaines choses, je sais les faire, que ce soit dans le pro, dans le privé ou dans le sport. Mais c'est mieux d'avoir une vision plutôt globale des choses pour savoir que ce soit dans le business, bah oui, je sais le faire, mais c'est peut-être mieux que je le délègue si je veux aller plus vite, et ainsi de suite. Et dans la vie, oui, je sais le faire, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que voilà. Donc c'est vraiment sur cette partie-là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et le trail, ça permet aussi, vu que c'est des sorties longues,
qu'il n'y a pas d'écran, tu es livré à toi-même dans la nature, tout ça, ben, ça te permet aussi de faire un peu un point sur toute ta vie, ton business et tout ça en même temps, sans distraction, je trouve. Et ça, c'est un point vraiment, je trouve, hyper important, parce qu'on prend plus le temps de se couper des écrans, de réfléchir un peu sur tout ça. Donc c'est un peu ça vraiment qui a changé, un cool down un peu dans tout ce que je fais, quoi. Ok, donc tu voyais vraiment les entraînements, non pas comme un effort à faire, mais un petit peu comme un état méditatif, parce que c'est long, c'est répété, et c'est un petit peu comme une très très longue méditation, et en fait c'est clairement mental, parce qu'au bout Ouais. d'un moment, dans ce type d'effort, ton cerveau te dit, ah j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, tu veux de la dopamine rapide, limite, tu as envie de sortir le téléphone, etc. Et du coup ça te permet de déconnecter complètement, et du coup de Ouais. prendre de la hauteur sur ta vie en général, c'est ça? Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis des fois, on n'a pas le choix. Je veux dire, ça permet aussi de vraiment travailler son mindset sur les faiblesses. Quand on est en longue sortie, qu'il fait mauvais, que le mental n'est pas là, que les jambes sont pas là et qu'on n'est pas loin de chez soi et qu'on se dit, bon, allez, je fais demi-tour, je rentre. Faut vite que tu switches ton cerveau en disant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer, et quoi? Ça va changer quoi? Le jour où tu jouis de la course, tu seras en plein milieu des bois, tu seras peut-être fatigué, tu n'auras peut-être pas les jambes, hein. Donc il faut vraiment switcher son cerveau, s'accrocher à autre chose. Et c'est là qu'on voit vraiment que le cerveau est vraiment puissant. Ou si on le switch, eh ben, les jambes reviennent, le mindset revient. Et tu as l'impression qu'il pleut, bah, en fait, tu as l'impression qu'il c'est bon, il pleut plus. Et c'est ça, je trouve, qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on arrive à prendre un peu le contrôle sur son cerveau, parce que ton cerveau, il va aller chercher l'étape la plus facile. Et là, on comprend mieux les choses. Et pour le business, c'est bien aussi, parce qu'il y a toujours des issues plus faciles à prendre. Mais des fois, il faut se faire un peu mal, entre guillemets. Et c'est peut-être pas spécialement le mal qu'on pense. Et on avance intelligemment. Ouais, un mal encadré. Parce que c'est vrai que Exactement. c'est un point sur quoi on a beaucoup travaillé. Toi, à la base, t'es quelqu'un, limite, tu dors pas, t'as envie de faire une séance, etc. Et on a beaucoup Ouais, travaillé sur, ok, calmos, calmaté, lève un petit peu le pied, comprends la capacité de récupération de ton corps, parce qu'à côté, il n'y a pas que les entraînements, t'as également ta vie de famille, t'as également le travail, donc ça également, ça accumule beaucoup de fatigue. Pour revenir sur les conditions climatiques, t'as pas été gâté, faut savoir qu'Hugo, c'est pas quelqu'un qui chez lui, il y a beaucoup de soleil. Ses courses, c'est sous la neige, dans la ouais, boue. Et ses compètes, ça a été dans la boue. Voilà, des bains de boue. Donc, ouais, c'est ça. donc très, très, très intéressant. On va parler un petit peu de ton entraînement parce que Ouais. il y a eu des brèches, notamment les crampes. Quelles étaient les plus grosses brèches sur ton corps que tu as retrouvées lors de ton avancée vers tes objectifs et comment tu les as surmontés? Bah, ça a été vraiment ce problème de crampe euh, qui a vraiment cassé un peu toute la dynamique parce que quand j'ai fait le premier qui était à 34, je suis arrivé à au 24e kilomètre, je crois, donc il me restait encore 10 bornes où j'étais couché par terre, le muscle tendu comme jamais et impossible de redémarrer. J'ai dû en tapant sur le muscle pour faire partir la crampe. Et là, le mental, il joue aussi. Et je me dis, bon, bah, il reste 10 km. Ben, du coup, ben, j'ai fait les 10 km avec la crampe. Je m'arrêtais tous les kilomètres, je retapais dessus, je repartais. Et là, ça m'a mis un petit coup de barre parce que je me suis dit, putain, si c'est comme ça sur tous les trails, ça va pas le faire en fait. Et du coup, bah, après, on en a discuté sur cette partie-là et on a analysé plein de choses. Et au fur et à mesure, bah, l'écran apparaissait plus tard sur une autre course. Elles sont apparues au 30e kilomètre. Sur le 52, j'en ai pas eu. Et là, ça a été l'élément révélateur de 52, ok, j'en ai pas. Alors que j'avoue que du 30e jusqu'au 52, chaque kilomètre, je me disais, c'est quand que ça va arriver? C'est quand que ça va arriver? Et puis au 52, en fait, ça m'a cassé complètement. Et j'ai dit, ben, c'est parfait, en fait, ce problème-là, je peux le retirer de ma tête. Et voilà. Mais bon, on a travaillé longtemps, longtemps sur ce problème-là parce que il a vraiment été fort présent sur tous mes objectifs sportifs. Ouais, on avait mis une grosse pause sur les courses et avec tous les Ouais, protocoles de front squat, etc., des choses bien précises. Vraiment, on a fait un gros travail dessus. Ça a fonctionné, donc tant mieux parce que c'est vrai que ça revenait toujours vers les 30 km dû à un ouais, manque de mobilité, de stabilité, etc. Donc des compensations sur certaines zones. On a tout analysé et donc après on a mis des protocoles bien précis
qu'ils ont bien fonctionné. Et comment tu gérais un petit peu ton mental du fait de te dire, bah, en fait, toi, de ton côté, tu avances un petit peu dans le flou. Tu fais ce que je te dis de faire, mais on a fait moins de courses, tu as les crampes. Est-ce que tu te disais, ah, ben, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Comment tu te sentais lors de ces trainings? Oui, j'avais beaucoup de doutes parce que ça faisait quand même un petit temps que j'avais ce problème-là, mais entre guillemets, je réfléchissais pas trop, je faisais confiance à ce que tu disais, et puis j'écoutais mon corps aussi. Euh, S'il y a ça, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, faut qu'on teste. C'est comme dans tout, il faut qu'on teste. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, et à un moment donné, ben, on continue, on avance, quoi. Sans s'en rendre compte, ben, on a arrivé vraiment à ce problème-là. Et c'est un problème, je l'ai pour la fin, je ne l'ai pas vu comme un problème, j'ai plus vu aussi comme un entraînement mental. Parce qu'à tout moment, dans mes courses, j'aurais pu dire j'arrête là. Quand j'ai fait un triathlon, à la fin, les 4 derniers kilomètres du vélo, donc sur 40 bornes, les 4 derniers, j'avais des crampes. Et j'avais encore 11 kilomètres de course à pied à faire. J'aurais pu dire, ouais, c'est bon, je démarre pas la course à pied et tout. Je me suis dit, mais non, on va y aller, on va réussir. Et puis, ça m'a permis aussi de comprendre tout ça. Donc, ouais, non, franchement, ça a été un bon moteur, on va dire. Ok. Et du coup, en parlant de comprendre, sur tous les trainings et l'accompagnement qu'on fait ensemble depuis maintenant un petit peu moins d'un an et demi, qu'est-ce qui a changé dans ta façon de voir l'entraînement? Parce que forcément, chez Kettlecore, on a une méthode bien précise. On va à l'encontre, on va dire, de ce qu'on dit dans le fitness, toujours plus d'intensité, de volume, de discipline, blablabla. Nous, on fait l'inverse de ça, minimum syndical, et on maintient également l'énergie, parce que le but, à côté, c'était quand même que tu restes frais pour ta vie aux alentours. Et du coup, par rapport à ce type de méthode d'entraînement, maintenant que tu as fait 16 mois, qu'est-ce que tu en retires et qu'est-ce que tu as compris? Bah, j'ai compris que c'est pas la quantité qui prime, déjà, je pense que c'est la qualité. Et que ça ne sert à rien de vouloir faire du volume si c'est mal fait. Et faire du volume parce que tout le monde dit qu'il faut faire du volume. Oui, c'est sûr qu'un athlète où il a que ça à faire dans sa vie, bah, c'est logique qu'il fait du volume. Il a que ça à faire dans sa vie. Là, c'est différent, c'est une autre approche. Le sport reste un loisir, on va dire. Mais à côté de ça, il y a la vie pro, la vie privée, et c'est surtout le mélange de tout ça qui, si on suit ce qu'on entend partout, bah, c'est impossible de faire, je sais pas, 15-20 heures d'entraînement par semaine. Si on a une société à tenir sur le côté, plus une vie familiale, ou alors on explose à un moment donné, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment ça qui est bien ici, c'est que tout est pris dans sa globalité, quoi. Ouais, complètement, c'est super important. Comme on le dit tout le temps, l'entraînement, c'est bien, c'est un loisir, ça doit te servir à ta vie, mais il faut pas non plus que ça te crame pour les autres pôles de ta vie. Exact. Très très important, parce que sinon tu vas progresser nulle part. Donc, par rapport, lorsque tu te dis, ok, je vais courir 80 km, en termes de volume d'entraînement, tu pensais que tu allais devoir en faire plus, plus de courses, parce que en course, on mettait quoi? Deux courses par semaine plus la kettlebell, parfois trois quand on approchait de l'objectif, avec un peu Ouais, moins de c'est ça. force. Comment tu t'es senti sur le volume de tes entraînements? Ben, bien, j'avoue qu'au début j'avais un peu peur parce que ben, le pote avec qui je courais, lui il faisait un volume de entre 50 et 70 km par semaine. Moi j'étais beaucoup moins en dessous, j'étais vraiment largement moins en dessous. Mais à côté de ça, j'avais quand même des séances de renfort en plus. Donc ça, je pense que ça a joué énormément. Et oui, au début, j'étais un peu. Faudrait peut-être qu'on rajoute un peu de course dedans parce que si j'écoute un peu tout ce qui est autour de moi, je suis pas bon là. Et puis finir, je me dis, mais non, dans tous les cas, c'est toi. Enfin, c'est toi qui me dis ce que je dois faire, c'est toi qui sais. Et j'ai envie de tester aussi cette formule-là parce que si cette formule-là fonctionne, c'est game changer pour moi aussi. Parce que j'ai pas besoin de passer autant de temps, entre guillemets, comme tout le monde, on va dire, pour faire la même chose, quoi. Et c'est vrai que ça s'est révélé le jour J où mon pote, bah, qui court beaucoup plus que moi, euh, bah, entre guillemets, on est arrivé en même temps et j'avais, on va dire, les jambes fraîches aussi à la fin, alors qu'on n'a pas fait le même temps d'entraînement, quoi, on va dire. Ouais, ouais, t'avais moins d'entraînement, mais plus qualitatif. C'est Et ça. faut savoir que à côté, il y a le côté course, mais il y a le côté aussi à quel point on a monté tes niveaux de force, où tu as commencé avec une KB de 16, maintenant tu as tes KB de 32 kilos. Donc il y a également ce côté où
d'un côté, on a réduit le volume de course, mais de l'autre côté aussi, tu as gagné énormément de force qu'une personne qui pourrait se dire, ok, je vais faire juste beaucoup de courses avec un gros volume. Bah, si on la met sur des sessions de force avec toi, tu la crames complètement. Ouais, bah, la force, franchement, ça aussi, ça a été vraiment un point hyper important où ça a été hyper bénéfique pour la course, mais même dans ma vie de tous les jours. Et du coup, ça veut dire que je me crame moi aussi tous les jours. Donc j'ai plus d'énergie. Et ainsi de suite. Et ça, je pense que vraiment, ça fait un bien phénoménal on va dire, de restructurer le corps, de tonifier le corps sur tout ça. Donc oui, c'est vrai qu'en niveau de force, ça a été vraiment aussi une belle évolution depuis le début. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de temps qu'on a commencé, quoi. Je me souviens encore des premiers get-up où la synchronisation bêtement du mouvement, savoir comment bien le faire et tout ça, tu te dis mais impossible de faire ça avec 32 kilos sur la tête, au-dessus de la tête. Et puis voilà, step by step, on y arrive, quoi. Donc, ça, franchement, c'est super. Et actuellement, en termes de force dans ton corps, comment tu te sens? Bien, franchement bien. Et je le vois sur pas mal de petites choses de la vie, que ce soit bêtement porter mon enfant dans les bras et les courses en même temps, monter les 2 étages avec le gosse, les courses dans les mains, que ce soit lever du canapé, se lever du lit, toutes ces choses-là. Et je l'ai surtout vu donc, quand on a vraiment bien préparé le trail. J'avais un gros problème parce que je suis pas quelqu'un de. Je suis pas léger, je suis pas lourd, je fais 80 kilos, donc c'est pas dans les courses, je suis pas le plus rapide, on va dire, à la base. Et là, je l'ai vu sur le dernier mois, les 2 derniers mois, la puissance gagnée dans les jambes, ça a été aussi vraiment impressionnant, quoi. Ça, alors que j'étais vraiment lent à la base dans les montées, là maintenant, avec la puissance, ça a vraiment changé. Ouais, faut savoir que tes perfs, elles sont quand même élevées en termes de course, que ce soit sur du long comme du court, hein. Et la Ouais, force, oui. ça a joué extrêmement bien parce que ce soit un travail sur du get-up, du swing, bah en fait, quand tu es fatigué sur des longues distances, ton corps, il s'affaisse un petit peu. Et là, ce qu'on Mhm. voulait, c'est éviter que ton corps s'affaisse sous la fatigue et que tu t'asphyxies. Et donc, le travail de structure avec les kettlebells, excellent. Et également, parce que souvent on pense qu'il faut faire 36 000 exercices différents. Mhm. Comment tu t'es senti par rapport à tes exercices dans tes entraînements? Parce qu'en soi, t'as pas fait beaucoup d'exercices différents. Non, ouais, non, comment je me suis senti? Ben, bien, parce qu'on a quand même. Justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y ait pas trop d'exercices, donc je pouvais bien me focus sur vraiment les types d'exercices pour bien les faire et on pouvait bien les corriger ensemble. Ça a été long par moment, quand on avait des sessions de squat de 50 minutes. Mais bon, Mais ça ça t'a permet enlevé les crampes, ça t'a enlevé les crampes. Voilà. voilà, et ça permet de travailler aussi de nouveau le cerveau, où il faut à un moment donné, quand il y a des choses qu'on n'aime pas, on essaie de tourner ça à des choses qu'on aime bien, on met le cerveau à côté, on réfléchit pas sur ce qu'on est en train de faire, mais à d'autres choses. Donc, non, franchement, avec si peu d'exercices, ça a été vraiment hyper bénéfique. C'est exactement pourquoi je t'ai mis ce type d'entraînement. Bien que c'était également pour les protocoles crampes, c'était également pour la résilience mentale. Faire un exercice avec le temps de travail, le temps de repos, continue. Mm. Parce que là, tu développes énormément ta résistance mentale que tu as besoin lors de tes longues distances. Exact. Et Exact, c'est donc, vraiment ça. c'était aussi ce travail-là, parce qu'il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental à travailler. Et donc ça, c'était très très efficace. Et par rapport à ton organisation, comment tu gérais un peu ton organisation sur tes trainings, entre le travail, tu t'entraînais plutôt le matin, le soir, comment un petit peu tu organisais ta vie autour de ça? Au début, donc quand on a vraiment commencé, c'était un peu compliqué le temps que je trouve parce que pour moi, j'avais jamais le temps. Mais quand on réfléchit, c'est 1 heure maximum quand je parle des sessions de force. C'est facile à intercaler ça dans la journée et c'est juste une discipline à avoir et un rythme. Donc à un moment donné, on prend conscience de ça, on se dit ok, cette heure-là, je la bloque et elle bouge pas. Donc j'avais commencé à faire ça le matin dès que j'arrivais au bureau. C'était le premier truc que je faisais avant d'ouvrir mon ordinateur et tout ça. Donc on faisait des sessions de force. Puis après, les choses évoluent et tout ça. Donc le bloc du matin n'allait plus trop. J'ai pris ce bloc-là, je l'ai bougé sur le temps de midi. Mais il faut toujours se voir ça comme un bloc et se dire, c'est possible en fait. Les 1 heure sur une journée, c'est rien du tout. Si on retire toutes les choses pas productives qu'on fait, on fait bien plus qu'1 heure sur la journée.
Donc, il suffit juste de faire une sélection et de nouveau avoir une vision globale de sa journée et se dire, OK, bah, le mieux, c'est là, quoi. Mais il faut que ça fasse partie de la journée. Ça doit être pas une obligation, mais presque, quoi. Ok, ok, je vois complètement. Et dans les moments où c'était plus dur, admettons, s'il y a un petit peu de fatigue par rapport à la journée, etc., comment tu gérais au niveau du mindset, à te dire, ok, je le fais quand même, je repousse pas à demain, ou parfois, bon, il y a des fois, on a un petit peu repoussé selon l'énergie, etc. Au niveau de ton organisation sur ça, tu te disais quoi? Bah, je Admettons, me tu as un disais, training mercredi, mais tu as une longue journée. Comment tu gères ça au niveau de ton anticipation, ton organisation? bah, déjà, j'essaie de faire ça le plus tôt possible dans la journée. Parce que plus j'avance dans la journée, bah, plus déjà on fatigue. Et puis, toujours se dire, mince, j'ai fini ma journée, je dois encore faire ça. C'est pour ça que le matin, j'aimais vraiment bien. Je me levais, je savais que j'arrivais au bureau, c'était ça, et puis je commençais ma journée. J'avais pas d'excuses, entre guillemets. Bon, l'avantage que j'avais, c'est que j'ai mes horaires qui sont flexibles, donc je pouvais l'intégrer. Je n'étais pas obligé de me lever à 4 heures du matin pour faire ça. Donc ça veut dire que c'était un avantage, mais le mettre le plus tôt dans la journée, c'est vraiment le mieux. Et quand j'avais du mal à le mettre au début de la journée, que je vais faire ça fin de journée, ben, je le voyais un peu dans l'autre sens. C'est que ça clôturait ma journée du coup. Ça clôturait ma journée et puis voilà, je repartais vie de famille, on va dire entre guillemets. Et le temps de midi, c'était un peu une pause dans la journée justement. Ben, je me disais, ben, ça va te faire du bien mentalement parce que sinon je suis derrière mon ordi et puis voilà, la journée elle passe et j'ai rien vu quoi. Alors que c'est pas bon. Donc je voyais ça plus comme un moment de pause dans ma journée quoi. Ok, prendre du temps pour toi, déconnecter pour pas tout le temps Exact. être né dans le travail. Parce que ça peut être le piège. Quand on travaille à son compte, etc., sur l'ordinateur, on peut être complètement aspiré, se dire, ah, bah, je le ferai plus tard, plus tard. Et en fait, ne jamais le faire et toujours repousser. Et plus on Ouais. repousse, plus c'est simple à repousser. Donc ton mindset, il est très bien. Parce que tu te laisses pas le choix, c'est ok. Mais au lieu de te dire, ah, je dois le faire, voir ça un peu comme une tâche, t'as complètement changé au lieu d'avoir une vision, Ouais. on va dire, négative. T'as une vision positive à te dire, ok, c'est un temps qui va me permettre de faire une coupure parce que je travaille du matin au soir non-stop, etc. C'est un temps que je prends pour moi et ça va me permettre de souffler. Et juste en voyant les choses comme ça, bah en fait, t'as beaucoup plus. Tu remontes ton niveau d'énergie pour aller t'entraîner. Alors que si tu te dis, ah, faut que j'aille m'entraîner, nanani, et tu vois un peu les choses comme ça, bah en fait là tu te Bon. crames de l'énergie parce que tu es en train de réfléchir, réfléchir, réfléchir à rien en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et il faut vraiment le voir comme quelque chose de positif parce que même on se dit, ah, ça va me prendre du temps sur ma journée de travail ou quoi, mais en faisant ça, ça se tombe, on est 2 fois plus productif avant. Moi, je le vois bien quand je le fais le matin, je commence ma journée de travail, je suis déjà prêt, quoi. Pas le temps de me réveiller et tout ça. Et un autre point aussi qui a changé, c'est que mon associé bah, suit aussi ton coaching. Du fait qu'on est deux aussi, bah, on se motivait, quoi. On arrivait le matin, on y va à deux. Quand c'était le temps de midi, ben, il y en a un qui se disait, allez, vas-y, on y va maintenant. Donc ça aide aussi. Si on peut avoir quelqu'un avec soi pour le faire, c'est vraiment aussi un bon point de motivation, quoi. Ouais, puis c'est bien, ça permet de changer un petit peu de tout le temps travail et de partager également des choses ensemble. Et même pour faire des Ouais, liens en plus, partager ces trainings, c'est excellent. C'est très bien et je pense que dans les entreprises, il faudrait mettre des points où les gens s'entraînent plus ou moins ensemble parce que ça permet de changer de la routine quotidienne. exact. Ça monte l'énergie de tout le monde et ça permet d'avoir une meilleure même ambiance dans, Mhm. dans le cadre du travail. Ouais, c'est ça. Et ça permet de décrocher des écrans et de discuter. Parce que là, quand on fait à deux avec mon associé, ben, indirectement, on discute du boulot, comme enfin, c'est notre passion, on va dire. Donc, on en discute indirectement, mais en dehors de tous les écrans et tout. Donc, il y a quand même des choses positives qui en ressortent en dehors du bien-être personnel. Il y en a pour le business. Et c'est pour ça aussi on a proposé la formule aussi à nos employés. Bah, ils voulaient, s'ils veulent faire partie de ton coaching, ils peuvent. Et nous, on prend ça en charge parce qu'on trouve ça hyper important, même pour eux, pour l'énergie du boulot. C'est du win-win, entre guillemets. Nous, on leur offre ça, et en contrepartie, ben, eux, ils ont une meilleure forme aussi, quoi. Bien sûr, pour la santé mentale, c'est super important. Il faut voir ça comme, ok, prendre du temps pour moi, s'entraîner intelligemment
quand on fait l'entraînement, c'est juste de la practice, on se renforce, on devient plus fort, on monte notre niveau d'énergie, on cherche pas à se fatiguer, à se cramer, etc. Et Ouais, là, c'est ça ça. change complètement la vision de l'entraînement. Et quand on retourne après au travail, bah forcément, avec l'adrénaline, la dopamine qu'on a générée, etc. lors du training, en fait, ça nous permet, déjà on a fait notre pause, prendre du Ouais, temps pour nous, parce que c'est super important, la personne qui prend pas du temps pour lui chaque jour, il se crame à petit feu jusqu'au burn-out. Et à côté de ça, ça permet également d'être plus productif sans même qu'on s'en rende compte. Parce que même si ouais, on prend 1 heure, on peut se dire, ah oui, mais je perds 1 heure sur ma journée. Bah non, parce qu'au final, les 1 heure vont te permettre de peut-être avoir 15% de productivité en plus, plus d'énergie, plus de créativité, plus de tunnels et de focus sur le travail. Et en fait, quand tu cumules ça sur 10 jours, 30 jours, 6 mois, ça fait la différence ouais, complètement. C'est clairement. super, super important. Et je vais revenir sur le fait que tu t'entraînes le matin pour un petit peu de valeur. Il faut savoir qu'on a une batterie de volonté. Et au fur et à mesure que notre journée avance, avec les tâches qu'on fait, les choses qu'on refuse, les non, les choses, etc., notre batterie de volonté diminue. Et c'est pour ça qu'en fin de journée, c'est beaucoup plus difficile de faire des choix, on va dire, plus ou moins disciplinés. Et c'est Ouais. pour ça également qu'une personne, admettons, qui veut perdre du gras, en fin de journée, c'est plus facile de ouvrir le congélateur et prendre une glace, par exemple. Une personne qui travaille, admettons, à la maison, qui veut perdre de la graisse, si dans ses placards, il y a des choses qu'elle ne peut pas manger, des paquets de chips, des gâteaux, voilà, des conneries, bah, en fait, à chaque fois qu'elle va ouvrir, elle va se dire, ah non, je mange pas ça, non, je mange pas ça. En fait, fin de journée, elle a dit peut-être 20 fois non sans s'en rendre compte, inconsciemment. Et ça use également la batterie de volonté. Et fin de journée, avec un peu plus de fatigue, tu ouvres le placard. Ah, le petit Oreo, allez. Ouais, Et, ouais, et bah, pour, c'est et pour joli. l'entraînement, c'est pareil. Pour l'entraînement, c'est pareil. Donc, ça demande beaucoup plus de volonté le soir parce qu'en fait, on a une batterie qui est beaucoup plus basse. Donc, quand le Ouais, matin, tu te réveilles, tu as plus d'énergie, c'est plus simple. ouais, clairement, Et clairement. ça stimule ta journée. Moi, je suis comme toi. Ouais, Je fais mon sport le matin. Après, chacun a son rythme biologique, chacun a son rythme par ouais, rapport à sa vie de famille, etc. Mais c'est important de trouver son rythme et de comprendre pourquoi le soir c'est plus difficile. Et dans ces cas-là, on se lève un peu plus tôt, on fait le travail et on se crame pas. Parce que si on fait un entraînement le matin et on se crame, bah, au final, notre journée, on sera pas productif, on sera gazé, on aura envie de dormir et on aura une fatigue nerveuse. Et si on a des réunions et tout derrière, c'est pas bon. Et qu'est-ce que tu en retires de tes 1 an et demi de coaching en bien, peut-être en pas bien? Voilà, est-ce que tu as un point de retour à faire par rapport à ça? ouais, bah, j'en retire que en fait, il n'y a pas besoin déjà de faire énormément d'heures, de s'entraîner 15 heures par semaine pour atteindre des objectifs qu'on sent, qu'on a l'impression qu'ils sont irréalisables au début, ou qu'il va falloir énormément de temps pour le faire. Alors que quand c'est bien ciblé, ben, il n'y a pas besoin de tout ce temps-là, on va dire. Et ce que j'en retire, c'est que c'est un peu un travail global sur soi-même aussi. C'est pas que sportif, c'est du mindset, c'est de la compréhension aussi du corps. Où à la base, moi j'étais quelqu'un, comme je disais avant, j'allais courir. C'était le but, c'est d'aller battre le chrono de la semaine précédente ou il y a 2 jours, alors que j'étais simplement en entraînement. Donc toutes ces choses-là m'ont permis aussi de mettre un cool down un peu dans tout ça, de ne pas me stresser simplement tout le temps aussi. Et donc c'est vraiment, pour moi, c'est un peu un package global sur sa personne, quoi. Et, et j'en ai retiré que du positif, euh, parce qu'en soi, le négatif, je vois pas ce que je pourrais en retirer négatif. Au début, le négatif, on peut penser, oui, je dois rajouter ça dans mon planning. Ah mince, comment je vais faire? Et c'est vrai que les 2 premiers mois, j'étais pas du tout assidu. Je bâclais, on va dire, les sessions. Et puis plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, c'est tellement bénéfique que ben, ça doit faire partie de ta journée. Donc, c'est vraiment un travail sur soi-même. Et ça a été vraiment bénéfique. Et le plus bénéfique, c'était la force. La force de manière générale, où j'étais quelqu'un de. J'ai fait du foot pendant longtemps, puis j'ai arrêté le foot. Et puis, du coup, j'avais plus de routine. C'était 2 entraînements en semaine, et un match le week-end. Donc, c'était imposé, donc je le faisais. Et puis là, quand j'ai arrêté, ben, j'avais plus rien. Plus rien, personne qui me disait de quoi faire. Quoi faire. Donc, quand on a personne qui nous dit quoi faire, ben, on a tendance à ne rien faire. Ouais. Donc C'est ça, ça a c'est été ça. aussi. On suranalyse, on se pose trop de questions et la surréflexion paralyse.
C'est ça. Ça te laisse sur place. Et c'est un problème que beaucoup ont, c'est qu'aujourd'hui, on est noyé d'informations. Et Ouais, donc une personne qui n'est pas, on va dire, accompagnée, etc., elle a beaucoup trop d'options. Et ce trop d'options mène au perfectionnisme. Et ça ne fait pas avancer. Et donc ouais. une personne qui n'est pas accompagnée, il faudrait juste, ok, j'ai envie de faire ça, j'actionne direct, que ce soit parfait ou pas parfait. J'essaye pas d'avoir la meilleure alimentation, le meilleur sport, etc. Et une fois qu'elle a avancé un petit peu, là, elle peut tester un coaching, par exemple, qui est complètement différent. Parce que forcément, bien que je te donne beaucoup d'informations, tu es surtout là pour la route du point A au point B sans te poser les questions ni faire toutes les erreurs. Ouais, Donc, oui, c'est ça. Et je trouve que c'est ça aussi, c'est que la charge mentale avant, j'essayais de refaire du sport et tout ça, mais c'était je descendais, qu'est-ce que je vais faire comme exercice? Là, j'ai travaillé ça la dernière fois, et puis je perdais déjà 20 minutes, une demi-heure, une heure à essayer de faire mon planning et tout ça. Et une fois que j'avais fini, j'avais plus envie. Donc, bah ouais, alors que complètement. là, c'est vraiment, bah voilà, j'ouvre l'app, boum, je sais que j'ai à faire ça, tac, 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 terminé, et c'est fait quoi. Et ça, déjà mentalement, c'est déjà énorme, je trouve. Ouais. Et pour terminer le podcast, une petite phrase de conclusion, un petit mot à dire, une personne, admettons, qui est dans ta situation point zéro, toi, il y a 16 mois en arrière, tu lui dirais quoi en une phrase? En S'il une veut se phrase, je lancer, lui mais il dirais. hésite, il sait pas, est-ce que c'est véridique ou pas? Ah, il y a trop de gens sur les réseaux. Je dirais simplement qu'il faut pas se poser de questions et faire confiance aux bonnes personnes. Ah ouais, c'est dur ça. C'est dur, hein? C'est Qu'est-ce parce qui, que qu'est-ce qui te dit, ok, c'est quoi pour toi en une phrase le facteur pour trouver la bonne personne? trouver l'avis de d'autres personnes qui ont affaire à cette personne-là, avoir un Ouais, réel retour d'une personne, quoi. ok. Parce qu'à l'heure actuelle, bah, on peut tout dire tout sur les réseaux et tout ce que tu veux, mais la meilleure référence, ce sera le bouche à oreille, comme on dit, ou le témoignage d'une personne qui a eu droit à ce coaching, quoi. Ouais, complètement. Je te rejoins à 200%. Merci pour ce podcast, Hugo. Comme Mais d'hab, de rien. super intéressant. Nous, on se retrouve.